Et si désormais, il fallait gagner son pain au sens habituel du mot « gagner », comme dans un jeu? Il y a quelques années, au bureau, on se cachait pour faire une petite partie sur son ordinateur. L'inverse est-il en train d'advenir? Depuis la fin des années 2000, des techniques de marketing ont été développées aux États-Unis sous le terme de gamification. Venant de game, jeu en anglais, cela désigne tout un ensemble de pratiques qui rendent ludique ce qui n'est pas réputé l'être. Le commerce, le recrutement, l'apprentissage d'un métier ou de la guerre et aujourd'hui, la production d'une entreprise. Conçu à la manière d'un jeu vidéo simple, avec des points, des niveaux, des récompenses, ce nouvel instrument d'analyse vise à faire adhérer et à motiver les clients et les employés. Mais le travail est-il un jeu? Nous avons rencontré deux adversaires, deux Sébastien pour en débattre. Aux États-Unis, Sébastien Dieterding, analyste des médias. Et en France, Sébastien Janvaux, enseignant-chercheur. Que le match commence. La gamification consiste à employer des éléments ludiques dans des contextes non ludiques, afin de rendre ces derniers plus amusants et plus motivants. Dans le fond, ça n'a rien de nouveau, puisque c'est quelque chose que nous pratiquons tous naturellement au quotidien. Dans notre enfance, par exemple, chacun de nous a sans doute connu l'ennui en rentrant à la maison après l'école. Et pour tromper cet ennui, on s'est fixé des règles. À savoir, je n'ai pas le droit de marcher sur les petites fissures du macadam, parce qu'une lave bouillante pourrait en sortir et me brûlerait. En me fixant moi-même des règles de jeu, je me lance un défi. Et ce qui paraît ennuyeux ou routinier s'avère soudain plus captivant et plus intéressant, et m'offre peut-être l'opportunité de vivre une expérience positive. Alors la gamification renvoie en fait à des techniques marketing qui ont pour objectif d'utiliser dans tout type de situation, tout type de contexte, des mécanismes de récompense, d'attribution de points, de systèmes de classement, ceci pour engager un individu, un utilisateur, et surtout, après tout, pour essayer de fidéliser un client ou un consommateur par rapport à une marque. Les tenants du marketing qui ont inventé ce concept de gamification ont dans l'idée que le jeu est avant tout capitaliste, ou en tout cas c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire, alors qu'en fait le jeu remonte bien avant l'invention du capitalisme, mais en tout cas il y a cette idée d'utiliser les techniques ludiques, les mécanismes de jeu, dans des visées de marketing, d'adhésion d'un consommateur vis-à-vis d'une marque, vis-à-vis d'une industrie. L'homme aime le jeu. On le sait depuis le début des temps. À Rome, le poète satirique Juvénal invente à la fin du 1er siècle de notre ère la fameuse formule du pain et des jeux. Déjà, les jeux doivent divertir le peuple d'une crise économique et sociale. En 1955, l'historien néerlandais Johan Huizinga est le premier dans son œuvre Homo Ludens à analyser la fonction sociale du jeu. Il y met en parallèle la technique, le public et la propagande. 25 ans plus tard, émerge le système des miles, qui fait consommer et fidélise les clients des compagnies aériennes et des supermarchés notamment. C'est à cette époque qu'explose l'industrie des jeux vidéo qui touche des centaines de millions de personnes. Les professionnels américains du marketing franchissent alors une nouvelle étape à la fin des années 2000, avec le concept de gamification. En pleine crise financière, pourquoi ne pas organiser les services et le travail sous la forme du jeu ? Le fameux du pain et des jeux antiques s'est transformé en des jeux pour gagner sa croûte. Certains, comme la chercheuse américaine Amy Jo Kim, s'interrogent aujourd'hui sur le bien fondé de cette gamification de l'entreprise. Et si elle était contre-productive ? Je pense que c'est très lié à nos valeurs culturelles. Notamment ici aux États-Unis où les valeurs puritaines ou néo-calvinistes pèsent de tout leur poids, mais aussi plus généralement dans le contexte néolibéral. C'est l'idée fondamentale selon laquelle l'homme définit sa valeur d'être humain par le fait qu'il est productif et qu'il produit de la valeur. Ce système de valeurs est tellement dominant que nous sommes socialisés en ce sens, si bien qu'il n'est plus convenable pour un adulte de prendre plaisir à faire des choses gratuitement.
Un adulte n'a le droit de jouer qu'à condition que cela soit bon pour sa santé, parce que sa productivité en sera augmentée. Il peut aussi jouer avec ses enfants parce que c'est utile à leur éducation, ou jouer parce que c'est utile au bon fonctionnement de réseaux sociaux. L'élection du meilleur employé du mois existe encore aujourd'hui aux États-Unis. Ici, quand on va au supermarché, on peut voir afficher des listes à points interminables. Il s'agit de listes hebdomadaires avec le nom des caissiers et le nombre d'articles à la seconde qu'ils ont bipé en caisse. On élit alors l'employé de la semaine ou du mois qui a bipé le plus d'articles, et celui-ci reçoit une récompense. Cette pratique est encore courante aujourd'hui. Et l'une des raisons pour laquelle la gamification s'est implantée ici aux États-Unis et dans la vie active, c'est que le concept même de gamification correspond aux pratiques existantes et à la façon de penser. Ce à quoi nous assistons actuellement, c'est effectivement une mode, qui aura une fin et qui s'organise tout simplement autour d'une notion. C'est la même situation que pour le Web 2.0 ou toute autre technologie à la mode. Il s'agit juste d'une tendance qui attire beaucoup de personnes. Ce que nous en garderons, c'est le fait d'avoir réalisé que nous ne devons pas nous contenter de créer des produits, des systèmes ou des entreprises qui soient juste productifs, mais qui soient aussi une source de motivation. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les tenants de la gamification, finalement, se réapproprient d'anciennes techniques de management, d'équipe ou de marketing qui remettent au goût du jour en se servant justement de la fortune des jeux, notamment dans les interfaces numériques. Et les tableaux d'honneur ou bien les récompenses sont finalement des techniques qui étaient déjà bien utilisées par ailleurs, mais que les tenants de la gamification vont se réapproprier en surfant, entre guillemets, sur le succès qu'ont les jeux aujourd'hui dans la sphère numérique, alors qu'en fait, dès lors que l'on essaie d'approfondir un peu la question, on se rend compte que c'est bien plus complexe que ça, et que finalement, jouer, c'est une question éminemment culturelle qui ne peut pas se réduire, disons, au fait d'appliquer des mécanismes tout faits à une situation. Sinon, les industriels du jeu vidéo seraient tous milliardaires dès lors qu'ils concevraient un jeu, et c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. L'industrie du jeu vidéo est faite de succès, d'échecs, de cycles de crise, qui montrent bien que concevoir un jeu vidéo renvoie à des logiques beaucoup plus complexes que la seule application de recettes toutes faites. Félicitations, vous dirigerez bientôt l'exceptionnel Orchestre Philharmonique de Vienne. En 2000, le chef d'orchestre virtuel est le clou de l'inauguration de la Maison de la musique de Vienne. Il s'agit d'un logiciel créé par des développeurs allemands qui permet au public de diriger la Philharmonie de Vienne grâce à une baguette infrarouge. Les meilleures prestations sont récompensées par un diplôme. Ceux qui ne veulent plus se déplacer peuvent désormais découvrir le Louvre depuis leur canapé. Sur le site du musée, la petite et la grande histoire des œuvres exposées sont consultables par un simple clic de souris. Ceux qui préfèrent aller au musée peuvent emprunter sur place une Nintendo DS pour faire plus ample connaissance avec les œuvres, notamment grâce à la fonction visionnage en 3D. Mais est-ce vraiment une bonne affaire quand on a fait la queue pour voir des œuvres originales ? Click to move forward, right click to stop. D'autres musées n'existent plus que virtuellement, comme celui du créateur de mode italien Valentino Garavani. Depuis 2011, une application téléchargeable permet à chacun d'organiser sa propre visite, sur mesure. Une évolution logique qui fait suite à l'arrivée des musées traditionnels sur Internet. L'application Street Museum London permet de se promener dans le temps. Le visiteur prend un site en photo et l'application reliée à un satellite affiche une photo historique en superposition. L'application Londinium nous emmène jusqu'à l'époque des Romains. À Paris, l'exposition Star Wars propose au public un voyage vers d'autres galaxies.
Muni d'un bracelet électronique, le visiteur s'identifie à un personnage et joue sa propre guerre des étoiles dans les allées du musée. Une idée futuriste qui vient du Canada. Le Royal Ontario Museum s'intéresse davantage au passé. Le public peut passer des chats au scanner, animer des dinosaures et d'autres choses encore. La découverte par le jeu, selon le principe, une application, plusieurs usages possibles. Bientôt, nous pourrons peut-être faire revivre la Joconde et lever enfin le mystère de son énigmatique sourire. Existe-t-il réellement quelque chose comme une pulsion du jeu? D'un point de vue psychologique, la question est très intéressante. À ce jour, la psychologie et la recherche sur le concept de motivation disent que la pulsion du jeu n'existe pas forcément en tant que telle. Ce qui existe, en revanche, ce sont les besoins humains fondamentaux. Le besoin d'éprouver ses propres compétences. Je veux ressentir ma capacité à changer le monde, je veux développer cette capacité et cela me procure du plaisir. Je veux ressentir mon autodétermination, mon autonomie d'action. Je veux sentir que je suis en contact avec d'autres personnes. Dans son livre « Vivre la psychologie du bonheur », Mihaly Csikszentmihalyi a pris l'exemple de gens vivant dans des camps de concentration. C'est probablement le pire espace ayant jamais existé sur Terre, puisque l'autodétermination y était totalement réduite à néant. Et pourtant, des gens ont réussi à s'en sortir en se concentrant sur ce qu'ils pouvaient changer dans ce système, en se demandant « Quel est le défi que je peux me fixer ici ? Le défi sur lequel je peux focaliser mon attention ?» Et en dépit des pires circonstances, ces gens ont pu vivre des expériences positives, en essayant de divertir les autres avec des blagues, ou en faisant bien leur travail. Et grâce à cela, ils ont conquis un espace d'autodétermination, dans un contexte de contrainte absolue, prédéterminé à l'extrême. Il faut savoir en fait qu'en français, on emploie un terme pour désigner le jeu, alors qu'en anglais, il y a plusieurs mots que l'on va employer et qui renvoient à des réalités différentes. Par exemple, le terme de play va davantage renvoyer à l'attitude du joueur, à sa liberté d'action, voire de création, tandis que le game va renvoyer à une situation très structurée, avec des objectifs, des contraintes, des buts. Et après tout, on parle de gamification et non pas de playification, hein, et c'est pas anodin, puisque finalement, il va s'agir de rajouter dans des situations, dans certains contextes, des objectifs, des contraintes, des buts à un individu, et ça avec toujours un a priori ou une idéologie très capitaliste, ou en tout cas de quantification de l'expérience. Destinée aux vendeurs, cette formation a pour objectif d'améliorer leurs compétences et leur efficacité. Des principes assez simples mais qui méritent d'être mis en situation. Le jeu démarre donc par un quiz afin de vous mettre en condition avant de plonger dans la simulation d'entretien de vente. Une concession en 3 dimensions, un client virtuel qui vous interpelle et vous voilà mis à l'épreuve. Ah, j'oubliais, toutes les actions donnent lieu à un score. Il est possible de perdre des points, d'en gagner, voire d'en gagner beaucoup. Mais ça, seuls les meilleurs y parviendront. Voici donc... Même si on constate depuis quelques années que le jeu va se propager à différents secteurs d'activité. Alors ce peut être le travail, ce peut être la communication politique, les procédures de recrutement vont s'inspirer du jeu pour pouvoir engager ou faire oublier certains enjeux justement par rapport aux situations. Néanmoins, faire jouer quelqu'un à un jeu doit nécessairement aussi prendre en considération la thématique de la situation. On ne se joue pas de tout, et selon son âge, on ne va pas trouver ludique la même situation, et les goûts évoluent également. Donc effectivement, les tenants de la gamification vendent des recettes toutes faites en faisant penser que ça va faciliter l'adhésion de l'utilisateur ou son engagement, mais c'est une industrie, c'est du marketing, et jouer est une activité qui est bien plus complexe que ça. Par semaine, nous les humains passons devant les jeux vidéo 3 billions d'heures. 55% des Français y jouent régulièrement, soit plus de 36 millions de personnes. En Allemagne, un tiers de la population est accro aux jeux vidéo. En 2013, ils ont dépensé pour cette passion 1,82 milliard d'euros. Aujourd'hui, les jeux vidéo populaires font plus de chiffre d'affaires que les blockbusters au cinéma.
Un exemple, Grand Theft Auto V a généré un chiffre d'affaires de 599 millions d'euros le jour de sa sortie. Ces succès sont autant d'atouts pour la gamification qui se répand dans le milieu de l'entreprise. Et c'est un business sérieux. Les spécialistes prédisent que plus de 70% des 2000 plus grandes entreprises du monde auront utilisé au moins une application de gamification d'ici la fin de l'année. Une méthode gagnante, selon les employés eux-mêmes. Aux États-Unis, 2/3 d'entre eux considèrent que le jeu est une stratégie efficace pour motiver leur productivité. En soi, la gamification est perçue comme un jeu de règles. Je te propose des objectifs clairs, je t'impose des règles strictes et je te donne un retour sur la manière dont tu joues. Mais au fond, la gamification est avant tout une façon de renforcer le contrôle sur les personnes, notamment dans les contextes sociaux comme le milieu professionnel, où l'individu ne choisit pas les règles qui lui sont imposées. Mais on peut prendre ça sous un autre angle. Par exemple, en se disant « j'aimerais perdre du poids, alors j'utilise la gamification pour une application fitness ». Ou « j'aimerais méditer davantage, j'ai recours à un système qui me rappelle de prendre du temps pour m'asseoir et méditer ». En fait, la gamification met à jour un trésor caché qui est le jeu libre. Et par rapport au jeu de règles, le jeu libre offre au moins autant de choses dont il est possible de s'inspirer, afin d'éveiller la curiosité ou la créativité. Et tous ces éléments n'ont pas encore été exploités. Les jeux nous offrent la liberté de vouloir gagner et d'utiliser toutes les astuces possibles, à condition de rester dans le cadre des règles prescrites. Et cette liberté, nous n'en disposons pas dans notre quotidien. Il faut savoir que ceux qui ont inventé le concept de gamification ont une idée très behavioriste de ce que pourrait être le jeu. C'est-à-dire, c'est en inventant une situation qui applique certains mécanismes de jeu que l'on va automatiquement faire un jeu, mais on ne pense pas justement à la part de liberté de l'individu dans cette situation et dans ce qu'il pense de cette situation. Est-ce un jeu ou n'est-ce pas un jeu? Finalement, la gamification repose sur de nombreux a priori par rapport à ce que serait la conception de jeu au sens large. Et c'est pour cette raison-là que j'ai essayé de forger le concept de ludicisation, qui est beaucoup plus large que le simple terme de gamification, et donc la ludicisation renverrait à un concept beaucoup plus complexe de ce qui ferait d'une situation un jeu et n'essaierait pas de donner clé en main des recettes toutes faites, d'autant plus fournies par des idéologies capitalistes et des techniques marketing. Être scruté, évalué, contrôlé à travers le jeu. Un cauchemar moderne? Game over la liberté? J'appelle ça la gamepocalypse. À chaque seconde de votre vie, vous jouez un jeu, d'une façon ou d'une autre. Jesse Shell est concepteur de jeux vidéo. Ce sont des professionnels du jeu comme lui qui sont les pionniers en matière de critique de la gamification. Pour le moment, pas de jurisprudence. La gamification reste une nébuleuse, difficile à traîner devant les tribunaux. Pas encore d'attaque au pénal donc. Mais une prise de conscience civile semble possible. On commence à se dire, est-ce possible que toutes ces données soient regardées, mesurées et jugées? Peut-être alors devrais-je changer un peu mon comportement pour être meilleur que ce que j'aurais été. Donc peut-être que cette commercialisation est horrible. Mais peut-être qu'elle pourrait nous inciter à être de meilleures personnes si les jeux sont conçus pour faire le bien. Faire le bien, une préoccupation déjà présente dans certains jeux qui enseignent par exemple à faire des placements équitables. Ce pourrait être l'un des enjeux d'une charte de la gamification réclamée par certains pour que les jeux ne servent pas trop à contrôler les cerveaux.
Dans le monde du jeu, nous savons qu'il existe des termes précis pour désigner les personnes qui se focalisent uniquement sur le fait d'atteindre leur but. Ils occultent le monde qui les entoure. Ils oublient qu'il ne s'agit pas uniquement de leur propre but ou de leur propre plaisir, mais également du plaisir des autres. On appelle ces personnes les power gamers ou les munchkins. On rencontre ces personnes partout au quotidien, que ce soit dans le milieu professionnel ou scolaire. On a tous connu des personnes qui respectaient les règles de l'entreprise au pied de la lettre sans pour autant se demander si le fait de les respecter serait productif pour l'entreprise, ou bien des élèves qui se soucient trop de leurs notes sans vraiment se demander ce qu'ils apprennent. J'ai un bon exemple pour illustrer ça. BMW a récemment fait une expérience au cours de laquelle ils ont installé un tableau de bord spécifique dans une voiture. Ce tableau indique l'efficacité énergétique du conducteur. En clair, il indique si le conducteur consomme peu d'essence. Et il met en compétition plusieurs personnes afin de savoir qui a la conduite la plus économique. Ce qui ressort de cette expérience, c'est que les conducteurs ont consommé nettement moins d'essence, mais aussi qu'ils ont ignoré tous les autres facteurs. Par exemple, ils ont cessé de ralentir au feu rouge, car cela impliquait de s'arrêter pour redémarrer ensuite, ce qui aurait consommé davantage d'essence. On a toujours eu dans l'idée d'utiliser justement le charme du jeu ou son attrait pour faciliter l'acquisition des connaissances. Mais finalement, est-ce que ce que l'on va apprendre dans le cadre du jeu va pouvoir être transféré à des situations annexes? Et c'est là toute la question, est-ce que le jeu permet justement ce transfert de connaissances? Et bien sûr, ça ne dépend pas que d'un seul dispositif, et il faut penser un ensemble d'acteurs pour permettre justement l'apprentissage et l'accompagnement. Alors, le jeu peut être un facilitateur, mais ça ne sera jamais l'élément déterminant d'une situation d'apprentissage. Disons que le jeu permet d'ajouter un vernis, si je peux dire, fictionnel à une situation. Et on voit ça très bien sur les réseaux sociaux, comme Facebook par exemple, où les jeux sont là aussi pour faire oublier les enjeux qu'il y a derrière l'usage de ces réseaux sociaux. C'est-à-dire par exemple la collecte des données personnelles, leur revente, et sous un vernis fictionnel, on va faire oublier toutes ces logiques commerciales, de traçage de données, de récupération des données, de vente. Et justement, le jeu ici est utilisé pour impliquer un joueur que l'on considère comme un consommateur avant tout. Lorsque vous allez ajouter un contact, il va être désigné comme un ami. Or, ce n'est pas nécessairement le même sens d'amitié que vous avez dans une amitié de la vie de tous les jours. Par exemple, dans ces réseaux sociaux, si vous ajoutez quelqu'un en tant qu'ami, s'il accepte, vous allez recevoir un message montrant qu'il a bien accepté votre invitation, mais en revanche, s'il refuse votre invitation, vous n'avez pas de message. Tout est fait en fait pour euphémiser les effets négatifs et pour vous renforcer dans une dynamique d'acceptation d'un système à partir d'un ensemble de règles. On reproche souvent à la gamification d'être un moyen de nous exploiter en ayant recours à un élément qui nous est familier. La même critique a été faite à la nouvelle économie au début des années 90. Vous, chers amis, qui travaillez aujourd'hui sur le web, vous êtes confortablement installés dans votre chambre et pouvez prendre des vacances comme bon vous semble et vous épanouir pleinement dans votre travail. Mais cela revient à passer 24 heures par jour au bureau et à investir toutes ses forces dans l'exercice de son activité professionnelle. On éprouve le sentiment de s'épanouir car on s'investit davantage et on participe au résultat, mais sans être rétribué au prorata de ce surplus d'investissement personnel. Voilà ce qu'est la gamification. Je m'amuse et j'ai l'impression de changer les choses. J'ai l'impression de m'épanouir puisque je le fais volontairement, sans rétribution. Je fournis un travail pour une tierce personne sans même me plaindre de cette exploitation. À partir du moment où je peux moi-même enclencher le mécanisme dans ma tête et me dire que je le fais dans mon intérêt, c'est tout de suite bien plus motivant et réjouissant. Ce qui est aussi motivant pour moi, c'est de faire en sorte que le levier soit plus facile à actionner pour les autres.
diesen Hebel für sich selbst umzulegen. Vous aviez rêvé de lire la suite de Harry Potter? C'est possible, grâce aux fans qui écrivent de nouveaux épisodes. C'était une mode, c'est devenu un genre à part entière, un marché en pleine expansion sur Internet. C'est de la fanfiction. Elle soulève beaucoup de questions sur le droit d'auteur et le respect des œuvres. Écrivez cette date sur vos agendas. Dimanche prochain, dans Square.